C'est la dernière conférence que Petra Seppelstein va donner ici même. Et donc, avant qu'elle ne commence sa dernière conférence, je voudrais lui remettre une médaille que nous décernons aux professeurs invités au Collège de France, voilà, en la remerciant évidemment pour les 4 conférences qu'elle aura données d'ici 1 heure. Voilà, je vous propose de l'applaudir. Comment ? Maintenant, c'est à toi. Il faut que tu travailles. Tu as encore 1 heure. Ok. Tu ne peux pas le prendre. Hein? Tu ne peux pas le reprendre. Hein? Non, voilà. C'est à moi. Waouh, je ne savais pas que ça, c'est, comme j'ai dit, part of the deal. Mais merci. Parmi les nombreuses recettes contenues dans le Kitab al-Manafi' التي تستفاد من عادة الحيوان, livre sur les propriétés utiles des parties des animaux, rédigé par Isa ibn Ali, médecin dans la cour abbasside sous le calife al-Mu'tamid, qui gouverne de 870 jusqu'à 892 de notre ère. On en trouve plusieurs qui permettent d'accéder à la faveur d'un souverain et de s'imposer auprès de lui. Sous l'entrée consacrée aux voutures d'Égypte, Al-Rahma, on peut lire par exemple le vautour d'Égypte, œil gauche. S'il est séché, moulu, placé dans un récipient, on y verse autant de l'eau de rose que nécessaire, puis on prend l'œil gauche et on l'enveloppe dans un morceau de tissu vert neuf. Ensuite, lorsque vous souhaitez obtenir une audience auprès du sultan, frottez-vous avec ce tissu et vous paraîtrez plus puissant à ses yeux. Il vous honorera et exaucera vos demandes. Fin de citation. Selon Isa ibn Ali, des parties d'autres animaux fonctionnent également. La graisse de lion, la peau et les griffes des hyènes, les pattes de corbeau et la rate de l'âne, quand ils étaient transportés, frottés ou consommés, permettront aussi accès et succès devant un dirigeant. Les ingrédients macabres et les rituels fastidieux que décrit ici Isa ibn Ali, et il existe de nombreux textes d'instruction de ce type en arabe, ainsi que dans les autres langues du Moyen-Orient, avant et après l'événement de l'islam, semblent avoir été conçus autant pour impressionner les lecteurs que pour les ouvrir des possibilités de manipuler le monde qui les entoure. Il convient de noter que ces exemples se limitent à l'influence exercée par des parties d'animaux, car c'est le sujet de son ouvrage. Il existe également des prescriptions concernant les amulettes écrites. Il semble aussi y avoir eu une réelle demande d'amulettes capables d'ouvrir les oreilles et le cœur des souverains. Lors d'audiences publiques, de séances judiciaires et de réunions consacrées aux réclamations. Et je tiens à remercier Korshi Dosso ainsi que nos conversations avec Yasmine autour d'un café au collège pour cet exemple. Je vous présente ici un exemple plus ancien que du période musulman, car il est particulièrement spectaculaire. Réalisé en or, cette amulette du IVe siècle de notre ère, provenance de Bosra, dans la Syrie actuelle, contient une formule magique destinée à assurer la victoire de son porteur, identifié dans le texte comme Proclus, lors d'un procès devant le gouverneur militaire de la province romaine d'Arabie. Elle se termine par une malédiction à l'encontre de ses adversaires, aussi nommés dans le texte en fait, qu'il souhaite réduire au silence, soumis et asservi. Soigneusement enroulée, l'inscription était à l'origine conservée à l'intérieur d'une petite capsule et portée autour du cou comme un phylactère ou une amulette protectrice.
Je me contenterai de citer le début pour vous donner une idée. Non saint et fort, puissant et tout-puissant, accorde ta faveur, ta gloire et la victoire à Proclus, fils de Salvina, devant Dioclétianus, le dux de Bostra en Arabie, devant Pélage, l'assesseur, et devant tous les hommes, petits et grands, devant les dieux, devant les démons, afin qu'ils puissent, à juste titre ou à tort, ça je trouve assez intéressant, remporter la victoire dans tout jugement devant n'importe quel juge, devant un magistère, devant tous ceux qui l'observent et qui l'écoutent, lui et ses paroles. Cette amulette relevait sans aucun doute d'un cas exceptionnel, où l'enjeu était de taille pour Proclus, en détresse, qui n'a pas hésité à déployer tant d'efforts et à engager de telles dépenses pour se faire fabriquer une telle amulette. Mais ce document, qui a été créé en raison de la profonde inquiétude de Proclus quant à l'issue d'un procès, illustre un aspect que je souhaite mettre en avant dans cette dernière conférence qui examine les processus institutionnels par lesquels ces demandes ont été traitées en adoptant une interprétation plus large de la notion d'institution, considérée comme une entité qui reproduit des pratiques sociales parmi lesquelles figurent les activités administratives. Face à l'ensemble des problèmes naturels et d'origine humaine auxquels on pouvait être confronté dans l'Égypte islamique du début de l'islam et médiéval, les gens disposaient d'un large éventail de recours. Celles-ci alliaient des amulettes, des formules magiques et des potions aux lettres de demande adressées à des voisins puissantes, des connaissances de confiance, des amis proches et des associés, ainsi qu'aux lettres plus ou moins officielles envoyées aux autorités administratives et judiciaires. Et oui, les prières font également partie de cet éventail. Au cours de cette conférence, je tiens également à remercier les personnes qui, en discutant avec moi de leur travail et des miens ce mois-ci, m'ont aidé à mieux comprendre mes documents. Avec Tamar Kwachrava, j'ai discuté du contenu et de la signification des prières dans les lettres arabes sur papyrus, et en particulier la manière dont celles-ci s'inscrivent dans la lignée des textes littéraires du même genre. Non pas parce que les auteurs de papyrus avaient ces textes littéraires à portée de main ou s'en servaient pour rédiger leurs lettres, mais parce que les uns et les autres étaient le fruit du même contexte culturel, ce qui était d'ailleurs le thème de la conférence de la semaine dernière. La lettre que nous avons déjà vue, celle de l'orphelin adressée à l'émir pour réclamer les 4 dinars dus à son père décédé, peut servir d'exemple. L'orphelin commence sa lettre par les formules de salutation habituelles, adaptées quand même à l'occasion, et je cite, « Que Dieu, lui, c'est-à-dire l'émir à qui la lettre est adressée, accorde la richesse, qui nous fasse profiter de lui et qui l'aide dans l'administration des affaires de ce monde et de l'au-delà dont il, c'est-à-dire Dieu, l'a chargé. » Fin de la citation. Cette prière faisait sans aucun doute référence au devoir de l'émir auquel elle s'adressait de gouverner cette terre avec justice et de veiller à ce qu'aucun de ses sujets ne subisse de préjudice. Il s'agissait de moyens d'inciter les destinataires à agir conformément à la responsabilité découlant de la mission que Dieu lui avait confiée. En ce sens, elle s'apparente au long préambule des pétitions byzantines dont Jean-Luc a montré qu'il était étroitement lié au développement de la rhétorique littéraire dans les contextes administratifs, tout en s'en distinguant par son exhortation à se conformer aux règles de la morale politique. Mais il s'agissait également d'une prière demandant à Dieu de faire en sorte que l'émir s'agisse de telle manière que l'orphelin obtienne ce à quoi il avait droit. Une prière pour que l'issue de l'affaire qu'il présente à l'émir auquel elle s'adresse lui soit favorable grâce à l'intervention de Dieu. À l'instar des pouvoirs magiques
auquel fait appel l'amulette, la prière se tourne vers Dieu pour obtenir de l'aide afin de sortir d'une situation problématique. Bien que partant d'un point de vue résolument laïque, j'ai trouvé cette citation tirée du film Valeurs sentimentales très utile pour situer la prière dans le spectre des recours. Ce film norvégien est sorti en 2025. Il a été réalisé par Joachim Trier, qui en a coécrit le scénario avec Eskil Vogt. Et je cite, « Quelqu'un a dit que prier, ce n'est pas vraiment parler à Dieu, c'est reconnaître le désespoir, se jeter par terre parce que c'est tout ce qu'on peut faire. Un peu comme quand on est allongé, le cœur brisé en pensant « S'il te plaît, appelle-moi, s'il te plaît, pardonne-moi, s'il te plaît, reprends-moi. » Et j'avais tout foiré. J'étais seule et je pleurais. Et puis, pour la première fois, je me suis assise par terre et j'ai prié. Je ne sais pas à qui je m'adressais, mais j'ai dit à voix haute, « Aide-moi, je n'en peux plus. Je n'y arrive pas toute seule. Je veux un foyer, je veux un foyer. » Ça prendrait trop de temps d'expliquer où ça s'inscrit dans l'histoire de ce film, mais c'est un film génial et je vous devriez tous aller le voir. Et repérer cette citation qui revient d'ailleurs 2 fois dans le film. Je ne pense pas que les Égyptiens priaient parce qu'ils étaient désespérés, faute d'autres recours, du moins pas toujours. Ce n'est tout simplement pas ainsi que fonctionnait la prière dans cette société. Mais la prière relève bien sûr d'une catégorie différente de celle du recours auprès du gouverneur ou du juge, et je reviendrai sur ce point. Mais je ne pense non plus que la prière se situe en dehors de l'éventail des actions sociales auxquelles recouraient ceux qui avaient besoin d'aide. Les différentes options n'existaient d'ailleurs pas de manière isolée. Dans ma 2e conférence, j'ai évoqué le processus de rédaction d'une lettre de demande, les choix opérés concernant la manière dont un message devait être transmis, le rôle de l'oralité par rapport à l'écrit, celui des intermédiaires et des messagères, la langue et la rhétorique, ainsi que toutes les décisions relatives aux aspects matériels de l'épître. Il s'agissait de comprendre comment les personnes ayant besoin d'aide déterminaient la meilleure façon de transmettre leur appel à l'aide. Elle combinait divers éléments, les adaptait au cours du processus de rédaction et de composition en fonction de la disponibilité des matériaux, des compétences des personnes, lorsque leur situation ou les circonstances de leur demande évoluaient. De même, ceux qui avaient besoin d'aide ne se seraient pas limités à une seule voie pour l'obtenir. Ils passaient d'une voie à l'autre, s'adressant à différentes autorités susceptibles de leur fournir l'aide dont ils avaient besoin. Bien sûr, certaines demandes ne pouvaient être traitées que par certaines personnes, et c'est alors que les requêtes étaient adressées à celles-ci. Mais cela n'empêchait pas les gens d'essayer d'autres voies. Et en essayant plusieurs voies, je ne sais pas comment dire ce mot, à la fois. L'orphelin dont il est question ne s'est pas contenté de prier dans sa lettre, mais y a ajouté des figures de style et des arguments juridiques. Proclus, qui s'était tant de mal pour obtenir son amulette en or, aurait certainement aussi déboursé de l'argent pour s'offrir les services d'un bon avocat. En travaillant sur les lettres de demande rédigées en papyrus arabe, mon attention se concentre sur cette partie de l'éventail, à savoir les lettres échangées, les pratiques et les procédures en vigueur. Il est toutefois important de prendre conscience que ce n'est qu'en raison de l'organisation disciplinaire du monde universitaire
que nous étudions de manière isolée des éléments de la vie quotidienne qui, pour les personnes concernées, formaient un tout logique. Et comme je l'ai déjà mentionné, il est important de se rappeler que tous ces éléments s'inscrivent dans la même philosophie socio-morale que j'ai abordée lors du cours de la première et troisième conférence. Partageant des valeurs morales, des codes de conduite, éthiques et des pratiques sociales. De même, pour maintenir aux lettres, les formules et les formulations documentaires, le langage épistolaire et les caractéristiques matérielles des documents diplomatiques étaient échangés et partagés entre les différentes parties du spectre. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y avait pas de distinction. Le langage, l'argumentation et la présentation étaient également déterminés par le contexte institutionnel et social dans lequel ils s'inscrivaient. Mais comment trouver cette distinction? Ça, c'est le problème. Donc, comment cela fonctionnait-il concrètement? Au cours du 8e siècle, l'échange suivant eut lieu entre deux amis et associés. Nous avons reçu ta lettre et pris connaissance de ce que tu as mentionné au sujet de ta femme libre, Horra, qui a porté plainte contre toi après la mire. Que Dieu soit loué de t'avoir protégé. Plus loin dans la lettre, l'expéditeur exprime son soutien au destinataire dans le conflit qui l'oppose à son épouse. Fais preuve de patience et espère la récompense de Dieu pour ce que tu as enduré à cause de cette femme. Que Dieu ait pitié de toi. En vérité, je te protégerai d'elle, car je suis ton frère qui cherche à te faire plaisir. Que Dieu soit loué. Ce qui est intéressant ici, dans le cadre de notre discussion sur l'oralité par opposition à l'écrit, c'est l'utilisation de « sama'na ma dhakarta ». Nous avons entendu ce que tu as mentionné. Au lieu de formules épistolaires plus courantes, j'ai compris, fahimtu ma dhakarta, ce que tu as mentionné, ce qui suggère que la lettre a été lue à haute voix à l'expéditeur. Ce que l'on retient de cette lettre, c'est que l'épouse du destinataire avait porté plainte contre son mari devant l'émir, mais que ce dernier avait rejeté sa plainte. Nous ne savons pas quelle était la nature du conflit entre les époux, comment l'émir est parvenu à sa décision et s'il a fait appel à d'autres personnes. Mais c'est sûr que l'expéditeur ne s'attend pas à ce que l'épouse mécontente renonce à toute nouvelle action contre son mari et son collègue. Il encourage ce dernier à faire preuve de retenue et à rester calme, laissant entendre qu'il peut également jouer un rôle pour protéger le mari contre de nouvelles plaintes ou d'autres actions de la part de son épouse. Cette magnifique lettre date du 8e siècle et a été publiée par Khaled Younes. Parmi les lettres en arabe découvertes dans les ruines de la forteresse et du monastère de Khirbat al-Mirt, situé à l'est de Bethléem, dans la vallée du Jourdain, figure un rapport détaillé relatant un autre conflit conjugal, sur lequel nous en apprenons ainsi beaucoup plus que dans le cas de cette lettre. Ces informations proviennent d'une lettre que Omar, fils de Obaïdallah, dont la fonction et le titre ne sont pas mentionnés dans la lettre, a adressée à son supérieur, Der, fils de Abdallah, dont le titre et la fonction ne sont pas non plus précisés dans le document. Donc nous ne savons pas qui sont et qu'est-ce que sont leurs fonctions. La lettre d'Omar nous permet de reconstituer la séquence des événements suivante. Iyas, fille de Mu'arrik, a déposé une plainte contre son mari, dont le nom n'est pas mentionné auprès de Dir, fils d'Abdallah, affirmant dans une déclaration orale, Dhakarat, c'est dit dans la lettre,
que son mari lui refusait ses biens, mata, et sa pension alimentaire, nafaqa. Der a ensuite délégué l'affaire à Omar, fils de Ubaytallah, au moyen d'une lettre qu'il a remise à Omeyyas. Donc, il a donné une lettre à Omeyyas. Le mari et la femme se rendirent donc chez Omar, emportant avec eux la lettre de Der. Omar a interrogé le mari au sujet de la plainte de son épouse. Le mari répondit en connaissant le droit de son épouse à ses biens qui lui furent restitués. Il refusa toutefois de lui verser sa pension alimentaire, donc le nafaqa. L'épouse demanda alors que son mari soit envoyé avec elle à Dera. Omar donna son accord et ordonna au couple de se rendre auprès de Dir, à qui il fit part de cette affaire dans la lettre qui a été conservée. Donc ça, c'était tout décrit dans la lettre que nous avons. 3 raisons peuvent expliquer l'accord immédiat de Omar à la demande de Omeyyas. Premièrement, Omar n'était pas en mesure de contraindre le mari de Omeyyas à lui remettre la pension alimentaire conformément à sa décision et s'est tourné vers Dir pour qu'il le fasse. Il se peut également qu'Omar n'ait pas été en mesure de se prononcer sur la pension alimentaire, laissant ainsi la décision à Dir. Enfin, il est possible qu'Omar ait accepté le refus du mari de verser cette pension et qu'Omeyyas ait insisté pour faire appel de cette partie de la décision. Quoi qu'il en soit, on peut lire qu'il n'était pas d'usage que l'affaire soit renvoyée à Dir, mais que Omeyyas avait dû en faire la demande. Par ailleurs, la procédure est que Omar ibn Ubaytallah a permis ça. Il écrit ça aussi. Hein? Elle a demandé et moi j'ai permis. Par ailleurs, la procédure mise en œuvre ici correspondant bien à ce que Federico Morelli a décrit dans son article sur les grammatophoroi, déjà mentionné à plusieurs reprises au cours de cette conférence. Et même si Jean-Luc a essayé de m'expliquer souvent comment ça marche et je n'ai pas tout à fait compris peut-être les affaires, j'étais très heureuse que cet après-midi, il m'a dit qu'en fait, il ne comprend non plus tout de ce processus. Donc, selon la reconstitution de Federico, un litige était signalé oralement à une figure d'autorité. Celui déléguait la décision dans l'affaire ou l'exécution de son propre verdict à un fonctionnaire de rang inférieur, en lui donnant des instructions par le biais d'une lettre que le plaignant apportait avec lui en tant que porteur de la lettre, donc grammatophoros. Si le fonctionnaire de rang inférieur était incapable de résoudre le problème, l'affaire était renvoyée à l'autorité supérieure. Il s'agissait là d'une adaptation du processus d'arbitrage et de règlement de litige qui jouait un rôle de plus en plus important dans la résolution des conflits dans l'Égypte de l'Antiquité tardive et qui, surtout, comme Federico montrait, relevait du domaine de compétence des autorités en matière de résolution des conflits avec tout ce que cela impliquait en termes d'imposition et d'application de la force. Oui. Cette vision selon laquelle l'arbitrage et la méditation auraient pris davantage les traits d'un mode de résolution des conflits imposés et appliqués par l'État est étayée par les analyses d'autres papyrologues viennois, Bernhard Palme et Claudia Kreuzhaler, ainsi que par un article récent de Marcena Wojcik et Jakub Urbanik, qui suggère que l'arbitrage et la méditation ont gagné en popularité et visibilité dans la documentation papyrologique en raison du renforcement de leur caractère juridique contraignant. Et donc, la chose qui n'était pas claire, c'est en fait s'il y avait aussi d'autres possibilités de déléguer et
trouver une solution à côté de ce processus d'arbitration. Et comment ça s'était passé? Cette forme de traitement des conflits dans laquelle les plaignants exposaient leurs problèmes à une figure d'autorité qui confiait leur affaire à un fonctionnaire de rang inférieur à l'aide d'une lettre que le plaignant emportait avec lui était beaucoup plus efficace. L'accord conclu entre les parties, on ne sait pas vraiment comment ça s'était écrit ou recordé, mais pour les arbitrages, on le sait bien sûr. C'était une décision, donc l'accord conclu entre les parties était ensuite consigné dans une décision exécutoire. S'agit-il, dans le cas de la lettre de Gerbert Almeert, de la même procédure? Dans la lettre de Gerbert Almeert, les mêmes étapes semblent avoir été suivies. Iyas est décrite comme ayant transmis la lettre contenant les instructions de Der à Omar. Tu m'as écrit par l'intermédiaire de Iyas, écrit Omar. Ma Iyas. Katabta ma ilayya ma Iyas. La lettre de Der contenait des instructions destinées à Omar, qui était chargé de résoudre le différend entre Iyas et son mari. Cependant, comme nous venons de le voir, l'affaire de Iyas n'était pas automatiquement renvoyée à Der lorsqu'elle se trouvait dans une impasse, car il était impossible de parvenir à un accord entre les parties concernant la pension alimentaire. Nous disposons de quelques lettres en arabe sur papyrus dans lesquelles des affaires judiciaires ou des problèmes sont délégués à des fonctionnaires de rang inférieur. Voyez cet exemple très ancien que Werner Diem a découvert parmi les papyrus de la bibliothèque Rylands. Il y est stipulé que le destinataire de la lettre doit faire rapport par écrit si le plaignant n'est pas en mesure de fournir des preuves à l'appui de sa cause. Il s'agit bien sûr d'une sorte de renvoi en première instance, mais comme nous l'avons vu dans la lettre de Gerbert Almeert, la procédure semble être un peu plus variée. Donc ce n'est pas toujours avec écrit ou un rapport que ça a été réglé, s'il y avait un problème de résoudre. Dans ce contexte, je voudrais revenir sur la lettre concernant ce mari faible qui a été abandonné par sa femme. Cette lettre date d'une période ultérieure, le 9e siècle de notre ère, c'est-à-dire environ 100 ans après celle dont nous avons parlé jusqu'à présent. La lettre est complète. Son auteur, qui reste anonyme, écrit que le porteur de cette lettre, c'est-à-dire le grammatophoros, Sahab Kitabi Ilaika, a une femme qui a quitté son domicile en emportant ses biens avec elle. Il ajoute que c'était le frère de la femme qui avait arrangé le mariage entre le mari et la femme, ce qui est sans doute une indication sur la personne à qui le destinataire doit s'adresser pour traiter la réclamation du mari. Il est intéressant de noter que cette lettre soulève un conflit très similaire à celui de la lettre de Gerbert Almeert, concernant des biens litigieux entre mari et femme. Dans ce cas précis, l'épouse accusée ne revendique pas ses biens, mais les a emportés avec elle lorsqu'elle a quitté le domicile conjugal. L'expéditeur demande au destinataire, en utilisant une formule de politesse, de se charger du dossier de son mari. Comme vous vous en souvenez peut-être, j'ai abordé cette lettre dans le cadre du thème de la deuxième conférence consacrée à la logistique de la rédaction des lettres de demande, par lesquelles les gens soulevaient des problèmes devant être résolus par d'autres. J'ai supposé que l'expéditeur s'efforçait de convaincre le destinataire de répondre positivement à sa demande au nom du porteur de la lettre, dans le but d'obtenir une décision en sa faveur dans cette affaire. Et que cette lettre a été rédigée au nom d'un plaignant
à l'intention d'une personne mieux placée pour résoudre le problème, disposant de plus d'autorité, de moyens d'exécution ou de pouvoir de persuasion vis-à-vis de l'épouse ou de son frère. J'ai fondé cette interprétation sur 3 expressions utilisées dans la lettre. La remarque de l'expéditeur selon laquelle le facteur est une personne à qui il doit du respect. Lahu mini horma. Le fait qu'il qualifie le mari de faible, daïf, c'est-à-dire ayant besoin d'aide. Et troisièmement, l'utilisation par l'expéditeur d'une formule de demande polie incluant la récompense que l'acceptation de la demande d'aide entraînera. Jean-Luc m'a alors demandé si de telles lettres, dans lesquelles l'expéditeur demande au destinataire de régler un problème soulevé par le facteur, ne devaient pas être interprétées comme un renvoi du problème à une instance supérieure, mais plutôt comme une délégation du problème à une autorité inférieure chargée de s'en occuper. Qu'il s'agissait de lettres qu'on quelque Iyas avait apportées à Der à Omar, ou comme celle datant de l'an 65 de l'Hégire, qui chargeait un fonctionnaire subalterne de traiter le cas d'une femme. Après tout, la lettre contient bien plusieurs éléments caractéristiques de ce type de lettre de délégation. Le plaignant qui transmet la lettre à l'autorité chargée de traiter son dossier comme porteur de la lettre, grammatophoros, sahab al-kitab, et l'ordre formulé sous la forme d'une demande polie visant à régler le problème de plaignant. Il y a toutefois aussi la question du caractère persuasif de la lettre. En effet, s'il s'agissait d'une instruction émanant d'une autorité administrative supérieure à l'intention d'une autorité subordonnée, dans le cadre d'une procédure de traitement de réclamation, la lettre aurait certainement reflété cette réalité en adoptant un style et un contenu formel et professionnel, comme en fait les lettres du 65. Cette lettre a-t-elle été échangée entre 2 connaissances? L'expéditeur cherchant à convaincre le destinataire d'aider un autre de ses proches qui lui avait remis une lettre de recommandation, ou s'agit-il d'une lettre envoyée par une autorité supérieure à son subordonné, lui ordonnant de traiter une affaire qui lui avait été soumise par le porteur de la lettre? Nous ne répondrons pas à cette question pour l'instant, mais nous reviendrons sur cette lettre et l'identification du contexte dans lequel elle circulait. Afin de se cerner l'ensemble du spectre social dans lequel les conflits pouvaient être traités, je souhaite aborder avec vous une autre lettre qui illustre un conflit conjugal. Cette lettre était aussi publiée par Khaled Younes et date du 7e ou 8e siècle. Donc nous sommes encore dans la même période des autres lettres. La miniature sur l'écran représente en réalité un médecin en pleine discussion avec son élève, mais elle correspondait tout aussi bien à la situation décrite dans cette lettre, où un homme plus jeune implore un homme plus âgé. De quoi s'agit-il? Un homme du nom de Amr, fils de Zubayd, écrit à son beau-père, dont seul le prénom Abdallah a été conservé. Amr raconte ce qui l'a conduit à séparer de sa femme, qui n'est autre que la fille du destinataire de la lettre. Il semble qu'un conflit ait éclaté entre les 2 époux au sujet de la liberté de mouvement de l'épouse. Tout ce que j'ai fait, c'est l'empêcher d'errer dans les rues et d'aller et venir chez les maisons des autres, affirme Amr. Mais l'épouse a cherché de l'aide pour contester l'interdiction de sortie imposée par son mari et s'est tournée vers un arbitre, un hakim, affirmant que son mari la battait et lui infligeait des souffrances qu'une femme libre ne devrait pas avoir à subir. Lors de la présentation de ses plaintes devant le hakim, en présence, semble-t-il, de son mari, elle a accusé ce dernier de choses innommables. Je cite, « Et puis elle a tenu des propos inacceptables,
à la suite desquelles vous la pardonneriez si vous les entendiez. Elle a ainsi bafoué la dignité et l'estime de soi. Elle a dit quelque chose qu'aucune épouse n'aurait jamais dû dire à son mari. Elle a déclaré ouvertement ce qui ne monte pas vers le ciel et ne se racine pas sur terre. Fin de la citation. Amr, voyant l'état dans lequel se trouvait sa femme, ou dirions-nous avec un peu plus de recul qu'Amr, l'ampleur de son mécontentement, fit appel à des pieux de ma tribu, Rajul Salihin men Ashirati, pour lui, et je cite, lui rappeler Dieu afin qu'elle craigne Dieu, améliore son caractère et retienne sa langue jusqu'à ce que tu viennes la voir et que tu t'informes de tout ce qu'il a ou elle pourrait souhaiter. Le dernier recours d'Amr fut de prendre ses distances avec elle, sans pour autant, semble-t-il, divorcer complètement d'elle. Et il dit, afin d'être à l'abri de ses disputes et de sa langue. Amr demande à son beau-père d'intervenir afin que sa femme revienne vers lui et vraisemblablement se soumette à sa décision concernant son lieu de résidence et d'autres questions. Amr, le mari et son épouse ont sollicité différentes autorités pour régler leurs différends. L'épouse s'est tournée vers un hakim, un arbitre dont le rôle n'est pas précisé davantage. Le fait que l'épouse ait exposé ses problèmes avec son mari n'a, en tout état de cause, pas permis de résoudre la situation. Le mari a fait appel aux autorités de sa tribu et demande à présent à son beau-frère d'intervenir, lui demandant de venir dès que possible pour juger qui est à l'origine du problème. Comme il écrit, si Dieu le veut, tu viens nous voir, tu sauras de qui cela vient, de moi ou d'elle. Rassemblons les informations. Dans la première lettre que j'ai mentionnée, un amir était intervenu dans un conflit conjugal et avait statué en faveur du mari, lequel son épouse avait porté plainte. La deuxième lettre offrait une description bien plus détaillée d'un conflit d'ordre financier entre deux époux et son traitement. L'affaire soulevée par l'épouse avait été déléguée à une personne de rang inférieur dans la hiérarchie, qui avait permis de résoudre en partie le problème soulevé par l'épouse. L'affaire avait ensuite été renvoyée à la personne à qui elle avait été initialement soumise. La dernière lettre montrait toutefois que les époux pouvaient également se tourner vers d'autres figures d'autorité pour résoudre leurs différends. De toute évidence, la nature du conflit, qu'il s'agisse d'un problème de comportement ou d'une revendication patrimoniale, déterminait les instances vers lesquelles les conjoints et autres personnes se tournaient pour obtenir de l'aide. Lorsqu'il s'agissait de demander une libération de prison, d'obtenir un allègement fiscal ou d'échapper à des obligations imposées par les autorités, ces instances devaient être sollicitées. Dans d'autres cas, l'exécution d'une décision constituait également sujet de préoccupation. Mais il est tout aussi important de garder l'esprit ouvert quant à l'implication de représentants de l'État dans des affaires apparemment privées, ainsi qu'aux pressions exercées par des particuliers sur les administrations publiques pour résoudre une affaire, et que ces tentatives infructueuses ont donné lieu à des solutions alternatives. Je vous ai présenté, lors de conférences précédentes, des exemples d'ingérence au sein du service des impôts et des riches commerçants exigeaient des mesures punitives à l'encontre des agresseurs d'un collègue, chez les autorités donc. Si l'on examine d'autres affaires portées devant les amirs, on observe la même procédure. Il s'agit tout d'abord de présenter l'affaire, soit par un exposé oral, soit en remettant personnellement un document écrit. Si l'affaire pouvait être tranchée directement, les instructions relatives à l'exécution de la décision étaient déléguées. D'autres affaires étaient déléguées à un fonctionnaire de rang inférieur, soit parce que celui-ci avait accès aux informations pertinentes, c'est écrit en fait dans les lettres,
une personne vient de ton village, des choses comme ça, soit par simple habitude, car cela était devenu la principale méthode de traitement de litige, comme indiqué plus tôt. À l'étape suivante, le traitement de la plainte consistait à examiner les arguments du plaignant et à interroger l'accusé, puis à décider des mesures découlant de cet examen. Nous avons constaté que, parfois, le fonctionnaire de rang inférieur n'était pas en mesure de prendre une décision ou de la faire appliquer, auquel cas différentes mesures pouvaient être prises. Il semble qu'il y a eu une certaine souplesse dans les options possibles à ce dernier stade. Un autre élément qui est révélé tout aussi difficile à repérer dans la documentation arabe concerne les actes dans lesquels les décisions sont consignées. Il n'existe pas d'équivalent arabe aux accords notariés conclus par les parties dans le cadre d'un arbitrage ou d'un règlement, tels que ceux que l'on connaît d'après les sources grecques et coptes. Ces documents ont continué à être rédigés jusqu'au deuxième moitié du 8e siècle, et en grec et en copte. Et dans le cas des documents coptes, ils font parfois intervenir des administrateurs arabes. Une exception possible est le célèbre accord trilingue copte, grec et arabe rédigé à Ahmim entre 754 et 57. En réponse à une plainte déposée par des contribuables locaux, des abbés des monastères et des chefs de village, Yazid, fils de Abdallah, pagar de Ahmim, a convoqué les plaignants et leur a fait signer une déclaration par laquelle il s'engageait à ne formuler aucune réclamation à l'encontre du percepteur arabe local, Amr, fils d'Atas, de ses adjoints et de ses scribes, ses aides et ses scribes. Cela s'est produit après que Amr eut versé aux signataires ce qui leur était dû, ce qui constituait vraisemblablement l'objet de leur plainte. Le texte principal est rédigé en copte et accompagné d'un résumé en grec. Tous deux énumérons les 67 personnes qui ont signé. Une brève section en arabe indique que 9 témoins musulmans étaient présents lors de l'événement. Et en fait, Ariette a bien analysé ce texte, Ariette Papakonstantinou, et elle a dit, elle a montré que le grec et le copte, c'est comme on pense que ça doit être, mais en fait, c'est le parti arabe qui est nouveau et qui montre comment ces deux systèmes viennent ensemble. Malgré ces incertitudes, on peut dégager certaines tendances générales en examinant les papyrus dans lesquels un émir est intervenu pour régler un litige soulevé par un plaignant. Comme nous l'avons évoqué et montré récemment, l'absence de titre et de fonction constitue un obstacle majeur à la compréhension des procédures de traitement des plaintes en Égypte islamique. Les individus sont le plus souvent désignés par leur nom seul, et lorsque des titres apparaissent, leur signification reste floue. Le terme amir en est un exemple notable. Dans les premières décennies suivant la conquête, il désigne aussi bien des administrateurs civils et militaires arabes répartis dans les districts que, plus tard, des commandants, le gouverneur, le responsable des finances ou encore divers agents subalternes. Et donc, j'ai dit justement cet après-midi que ça, c'est vraiment quelque chose qui est frappant, parce que c'est différent. Donc cette situation de manque de titres et de fonctions et de honorifiques dans la documentation arabe, parce que c'est différent du système byzantin, mais aussi, bien sûr, du système sassanide. Donc, c'est une césure totale. Afin de comprendre la procédure de traitement de demandes et réclamations, j'ai rassemblé une trentaine de documents où intervient un amir des catégories mentionnées plus hautes. Il s'agit bien sûr d'un nombre trop faible pour être significatif sur 300 ans. Il ne permet pas une véritable analyse qualitative, même si certains éléments méritent d'être soulignés.
J'ai divisé les documents en 2 périodes d'un siècle chacun, malgré leur ampleur. Plusieurs éléments intéressants se dégagent, dont le premier est la remarquable stabilité du nombre de cas impliquant un amir, donc 16 dans le 8e siècle et 15 dans le 9e siècle. Les 8 documents, en plus les 8 documents de plainte où l'amir peut être identifié comme gouverneur d'Égypte, sont tous antérieurs à 760. Eugenio Garossi explique la base des lettres émanant des gouverneurs par le renforcement des institutions juridiques islamiques et l'élargissement des compétences des agents locaux, donc aussi dans la deuxième moitié du 8e siècle. Le gouverneur intervenait dès lors moins dans les affaires quotidiennes de la campagne, ce qui se reflète dans son rôle plus discret dans les traitements de plaintes, en fait son rôle absent. Malheureusement, la fonction des autres amirs, non-gouverneurs, reste totalement obscure, même s'il convient de noter qu'ils ont continué à intervenir au IXe siècle. Dans 2 domaines, la nature des affaires qui leur étaient soumises semble avoir évolué. Les demandes d'aide financière, consistant essentiellement en des aumônes de nature ou d'autres, ne sont attestées qu'au IXe siècle. Cela concernant une somme de 400 pièces d'or qu'un esclave demandait à un émir de verser pour racheter sa liberté et celle de sa fille. Le prix élevé demandé pour le père et la fille réduits en esclavage, 1000 dinars au total, reste quelque peu mystérieux, car les prix des esclaves mentionnés dans les papyrus n'atteignent jamais de tels montants. Les deux viennent de Médine et leur propriétaire, une femme, y est aussi localisée, ce qui a peut-être un rapport avec cela. Mais cela concerne également la sadaqa, donc aumône, demandée par la mère de 4 enfants dont nous avons parlé la semaine dernière. Une autre caractéristique frappante réside dans les lettres que j'ai incluses sous la rubrique « Demande de dispense d'obligations imposées par les pouvoirs publics », notamment en matière d'impôts et de services, écrites au nom de membres de la famille qui ont été pris prisonniers, les verbes habassa et achada sont utilisés, pour effectuer une forme de travail forcé. Les membres de la famille font appel aux autorités en affirmant qu'ils dépendent de la personne qui a été emmenée pour leur subsistance et leur revenu. Voyez l'exemple ici à l'écran. Le père de 2 fils écrit à un émir, et je cite, « J'informe l'émir, que Dieu le soutient, au sujet de mon fils qui souffre d'une blessure à l'œil, tandis que l'autre fils est absent. Il ne peut ni me nourrir, ni me donner à boire, ni me protéger. Ils l'ont emmené pour un travail, puis ils l'ont gardé sans aucun scrupule, et maintenant ils veulent le reprendre alors qu'il a une mauvaise vue. Examinez donc mon cas, car si vous voyez mon fils et son état de faiblesse, vous verriez quelqu'un qui a besoin d'aumône. Faites ce qui convient et recevez une récompense pour cela, si Dieu le veut. » On peut également penser à cette veuve dont le fils a été amené en prison, qui écrit à un amir, ou à cette épouse qui s'est retrouvée seule avec ses enfants lorsque son mari a été amené de force, que nous avons discuté la semaine passée. Toutes invoquent le fait qu'elles comptaient sur les membres de leur famille emprisonnés et toutes font état de violence. Bien sûr, les gens subissaient déjà le fardeau de travail, de corvée au cours des siècles précédents. Et ils essayaient de se soustraire aux corvées. On peut citer le requête datant du 8e siècle, donc un siècle avant, mais pas écrit à un amir, donc ça c'est la différence, demandant qu'on examine la plainte d'un ouvrier qui se disait faible. L'éditeur a interprété ce texte comme une lettre de recommandation, mais il est clair qu'il s'agit ici d'une personne demandant à être dispensée de travail au motif qu'elle est trop faible.
Quels que soient les éléments qu'il a présentés pour étayer sa demande, documents ou autres preuves, il y a en tout état de cause une personne dont le nom n'est que partiellement conservé, qui le connaît et qui peut confirmer ou infirmer sa demande. Même avant cela, Sénoutios, responsable de la partie nord du nome de Hermopolis, ou Ashmonain, juste après la conquête arabe, recevait de telles demandes visant à faire revenir sur leur décision les ordres d'envoi de travailleurs vers la capitale arabe Fustat. Ces demandes émanaient toutefois de propriétaires terriens qui invoquaient des arguments économiques. Le départ de main-d'œuvre qualifiée aurait eu un effet négatif sur les travaux agricoles à accomplir, avec toutes sortes de conséquences. Il est peut-être tentant d'y voir une évolution des arguments objectifs visant à convaincre de manière rationnelle de propriétaires et un ouvrier faible vers une rhétorique émotionnelle faisant appel au sentiment du père du fils aveugle. L'année dernière, j'ai publié avec mon collègue de Leiden, Gijsbert Rutte, un numéro spécial du Journal of Historical Pragmatics. Il ne m'a pas été facile de m'y retrouver dans les débats théoriques liés à la pragmatique et aux études sur la politesse, ni de les appliquer aux lettres arabes sur papyrus. Mais j'en ai tiré une leçon particulièrement enrichissante. La langue dépend du contexte historique et culturel. Elle se manifeste, je dirais, autant dans les expressions, les choix des mots et le registre que dans les procédés rhétoriques et l'argumentation, reflétant ainsi le monde dans lequel elle est employée et les attentes propres à chaque situation. Je pense que cela peut nous aider à mieux évaluer certains de nos documents. J'avais promis de revenir sur la lettre envoyée au nom de Marie, dont l'épouse s'était enfouie avec une partie de ses biens. Afin d'essayer de déterminer quelle place elle occupait dans le traitement institutionnel des demandes et comment nous devrions interpréter le langage persuasif et l'argumentation utilisée par l'expéditeur pour l'appuyer. Comme nous ne savons pas à qui cette lettre a été adressée, ni par qui, les titres et les noms de correspondants n'y figurent pas, examinons d'abord une lettre qui délègue clairement un dossier présenté comme une demande, accompagnée d'une lettre remise en main propre par le plaignant. Revenons à la lettre dont nous venons de parler, à la lumière des demandes de dispense d'obligations de travail. Cette lettre date du 8e siècle et a été publiée par Werner Diem. L'expéditeur indique que la personne chargée de remettre la lettre au destinataire s'est présentée, Marra, en apportant quelque chose, peut-être une preuve de son état de faiblesse qui l'empêchait d'accomplir le travail qui lui était imposé. Il n'est fait aucune mention d'une déclaration orale de la part du travailleur, et sa relation avec la lettre mentionnée à la fin n'est pas claire non plus. Il est demandé au destinataire d'examiner la requête du travailleur affaibli en tenant compte également de déclarations d'une tierce personne à son sujet. Dans cette lettre, l'expéditeur n'utilise aucun procédé rhétorique. Ses instructions font droit au but et il n'y a aucun argument supplémentaire expliquant pourquoi le destinataire devrait venir en aide au porteur de la lettre. Le qualificatif faible d'Aïf, que l'on retrouve dans d'autres lettres, n'est pas utilisé ici pour susciter la sympathie envers le porteur de la lettre, mais plutôt pour qualifier son statut de travailleur, un travailleur qui n'est pas capable d'accomplir grand-chose physiquement. La lettre suivante date de la seconde moitié du 8e siècle. Elle a été publiée par Adolf Grohmann. L'expéditeur écrit que Mohammed, fils de Yahya, qui est son serveur, Khademi, est venu le voir car il avait accepté de mettre fin à la société qu'il formait avec son beau-frère, ce que ce dernier avait demandé. L'expéditeur demande alors au destinataire de superviser le partage en faisant preuve de justice et de responsabilité.
La recommandation de faire preuve de justice et de responsabilité, ainsi que la note en marge supérieure, qui est une note d'enregistrement ajoutée au bureau où la lettre a été reçue, suggère que la personne chargée de guérir la dissolution de la société agisait à titre officiel. L'expéditeur n'étaye sa demande qu'en précisant que la personne dont le dossier est transmis au destinataire est son serviteur. La note en marge supérieure indique qu'un certain Mutahar, fils d'Abdallah, a fait une déclaration. C'est Bikaul ou Yakoulou ou quelque chose. On ne sait pas clairement à qui cela fait référence, car il ne s'agit pas de la personne qui bénéficie de l'aide dont le nom est mentionné dans la lettre même. Même si le demandeur n'est pas mentionné comme étant le porteur de la lettre, l'absence d'adresse sur le papyrus et le contenu de la lettre laissent penser qu'il l'était. Qu'en est-il donc de cette lettre demandant au destinataire d'examiner le cas de Marie dont l'épouse s'est emparée des biens? D'une part, le sujet de la lettre, un litige entre époux concernant des biens, et la forme adoptée, le plaignant remettant la lettre en main propre à la personne chargée de résoudre leur affaire, suggère qu'elle relève de la même catégorie de délégation. À l'inverse, l'auteur imprègne sa lettre d'une rhétorique persuasive. Peut-on considérer que la lettre de délégation a évolué entre les deux formes, à l'instar de lettres demandant d'être dispensées du travail forcé, pour intégrer systématiquement ce type de référence à la relation interpersonnelle entre l'expéditeur et le destinataire? Autrement dit, que cela constituait le langage entendu des lettres de délégation ou même de la correspondance administrative plus généralement. Devions-nous explorer la force rhétorique de ces lettres au sein de la forme épistolaire qui était entendue? Et peut-on relier ces changements au système de valeurs éthiques et morales qui sous-tendait les lettres de demande? Dans ce contexte, 2 papyrus datant du 8e siècle et publiés par Ayman Shaheen présentent un grand intérêt. Dans le papyrus sur l'écran, le même scribe utilise différentes expressions administratives sur le recto et verso du papyrus. Il est fait mention d'un amir suivi d'un éloge, du district administratif Kora de Ernaz et des impôts, Kharaj. Mais on rencontre également l'expression « Par Dieu, je suis faible et je n'ai pas d'autre choix ». Dans l'autre papyrus, qui n'apparaît pas à l'écran, les mots « amir » et « nécessiteux »,« mortage » sont mentionnés. Cela suggère que le vocabulaire évoquant la faiblesse, le besoin et le manque des options faisait partie de la culture administrative des scribes. Mais si cette série de conférences nous a appris quelque chose, j'espère que c'est que même lorsqu'il existait des services ou des fonctionnaires auprès desquels on pouvait déposer des demandes d'aide ou des plaintes contre l'injustice et qu'une procédure pour les traiter était plus ou moins en place, il y avait toujours de la place pour les 2 types de lettres. La procédure de traitement de demande comprenait à la fois des lettres déléguant les dossiers à des subordonnés chargés de les examiner, de mettre en œuvre ou prendre des décisions ou simplement de s'occuper de cette partie de la procédure, et des lettres adressées aux fonctionnaires pour tenter de les convaincre d'apporter leur aide dans une affaire. Il ne suffit jamais d'envoyer un seul message, même maintenant dans la période de email. C'est toujours bien de suivre, d'exercer une pression supplémentaire après les lettres. On lit donc dans cette lettre, datant du 9e siècle, publiée par Albrecht Dietrich, la gratitude de l'expéditeur envers son destinataire pour les efforts déployés afin de porter son affaire à l'attention de l'émir. Le fait qu'il soit si difficile de faire la distinction entre les deux montre toutefois à quel point les procédures, les formats et les modalités de demande d'aide tant au sein de l'administration
qu'à l'extérieur étaient étroitement liées. Donc il dit ici, merci pour parler avec, pour donner mon cas et aller parler avec l'Amir. Alors, en conclusion, qu'avons-nous appris au cours de ces 4 conférences? Tout d'abord, les pétitions, c'est fini, ou pétition niet, comme dirait Jean-Luc. Non pas parce qu'aucune lettre de demande n'avait été adressée aux autorités arabes, où elles étaient traitées dans des bureaux et par des fonctionnaires selon des procédures plus ou moins standardisées, et plus après du temps, mais parce que ces lettres échangées au début de l'époque islamique et au Moyen-Âge en Égypte ne s'inscrivent pas dans la continuité du processus de requête qui existait dans l'Égypte romaine tardif. Comme je le démontre, sous la domination arabe, un nouveau cadre éthico-moral régissait les interactions sociales, y compris les demandes d'aide. Il combinait les notions du Proche-Orient ancien relatif au souverain juste, le cercle de la justice, avec des ententes plus larges en matière de solidarité réciproque entre les puissants et leurs dépendants, qu'il s'agisse de souverains et de sujets, de chefs de famille et de membres du foyer ou de chefs religieux et de communautés, tout en mettant l'accent sur la protection des plus faibles, en particulier les orphelins et les pauvres. Cet ordre articulait autour du concept de haq, le droit moral de personnes dépendant à la protection et l'obligation mutuelle des partenaires de s'entraider. Élément crucial, les penseurs musulmans ont également adapté le modèle du berger et des brebis, donc de cette personne avec pouvoir et ses dépendants, en attribuant aux brebis le rôle de témoin. Ceux qui sollicitaient de l'aide l'invoquaient leur haq, le droit à l'assistance et la protection, à travers des expressions telles que « haqqi alayka », mon droit sur toi, et d'autres formulations similaires. Ce terme apparaît également du côté des puissants, notamment, et ça c'est vraiment intéressant, notamment dans le cadre des impôts désignés par l'expression « haq amir al-mominin », le droit du commandeur des croyants, l'exprimant le droit des dirigeants de percevoir des impôts et contrepartie de la garantie d'un ordre juste et sûr. Une notion comparable pourrait sous-tendre l'emploi du tordikayon. Après la conversation avec Jean Goscou la semaine dernière, dans les lettres, oh non, ça c'était avec Amboudour, dans les lettres coptes du 7e siècle adressées au pagarque Papas, et bien que sa signification précise reste incertaine et que sa présence dans les papyrus grecs de la période islamique reste à établir. Les papyrus arabes attestent toutefois l'emploi de haq dès les premiers documents, ce que Tobias Schönchen a mis en relation avec le développement des structures juridiques. Donc ça, c'est vraiment une avenue pour explorer un peu plus. Les obligations réciproques légitimaient les revendications dans les deux sens, définissant la hiérarchie comme une relation chargée de sens moral, fondée sur des droits et des devoirs mutuels, plutôt que comme une domination unilatérale. Au sein de ce système, la procédure et la pratique font partie intégrante. Les relations d'interdépendance étaient entretenues par des échanges permanents, l'économie des faveurs. Fournir ou recevoir l'aide attendue créait les conditions d'interaction future, une dynamique clairement reflétée dans la correspondance. Cette importance accordée à l'échange explique également le rôle des intermédiaires, qui facilitaient l'accès aux autorités supérieures et donnaient plus de poids aux demandes, renforçant ainsi le réseau existant. Le fait qu'il soit difficile de distinguer les lettres d'intercession des lettres de délégation n'implique pas l'absence de procédures administratives pour le traitement des demandes. Au contraire, la logique morale et éthique commune qui soutient les requêtes, tant au sein des instances officielles qu'en dehors de celles-ci,
ainsi que le fait que celle-ci formait un continuum de réponse à un problème donné, explique les fortes similitudes de contenu, de formulation et de l'apparence de ces lettres et de leur traitement. Avec le développement des institutions politiques et juridiques islamiques, cependant, dans les lettres que les procédures se sont de plus en plus différenciées. Avec le développement des institutions politiques et juridiques islamiques, cependant, tant les lettres que les procédures le sont de plus en plus différenciées. On constate ainsi qu'un nouveau système avait été mis en place en Égypte sous le régime arabe pour traiter les problèmes perçus comme des injustices. Système qui intégrait de nouvelles valeurs et développait de nouvelles pratiques. Cela soulève la question de son rapport avec les procédures antérieures de requête et d'arbitrage de la fin de l'Empire romain. Comme je l'ai démontré ailleurs, la continuité et le changement étaient tous deux à l'œuvre. Les Arabes ont introduit de nouvelles normes tout en conservant les institutions existantes. Ils font les deux. Dans le contexte des bouleversements politiques et militaires des 6e et 7e siècles, le système de recours a en fait, je pense, connu une sorte de remise à zéro. Dans le paysage administratif fragmenté qui existait déjà avant la prise de pouvoir par les Arabes, un nouveau système a pu se développer, intégrant les pratiques d'arbitrage et de règlement de litiges qui continuaient d'exister, comme le montrent les documents coptes et grecs, et qui partageaient des éléments avec les processus d'examen et de prise de décision délégués que l'on observe dans l'administration arabe. Mais il n'est pas nécessaire, bien sûr, de se référer aux Romains pour concevoir l'idée très sensible qu'une demande visant à réparer une injustice doit être examinée, ce qui est tout ce que la documentation arabe indique. Donc, qu'est-ce que je veux dire, c'est que le système en place présente une dimension nouvelle malgré des continuités apparentes et au-delà de simples continuités factuelles. Le système arabe de traitement de requêtes a été profondément façonné par les influences perses, compte tenu de la présence avérée d'idées sassanides dans l'islam, mais surtout en raison de la forte présence sassanide en Égypte au moment de la conquête. Et je tiens à remercier Muriel Desbiens d'avoir évalué avec moi les conséquences pratiques de la présence sans aucun doute forte des Sassanides en Égypte à l'époque de la conquête arabe. Avec des soldats perses au sein des armées arabes, on a plusieurs exemples aussi visibles dans les papyrus, et des Sassanides restés en Égypte après la conquête byzantine, ainsi que ces Égyptiens qui travaillaient pour ou avec les Sassanides. J'espère que cette série de conférences vous aura apporté un éclairage précieux sur la manière dont les habitants de l'Égypte islamique primitive et médiévale, du début de l'islam et médiéval, faisaient face aux défis de la vie quotidienne, tout en soulevant de nouvelles questions qui invitent à approfondir la réflexion. Si elle a éveillé votre intérêt pour les papyrus arabes, vous a fait découvrir la richesse des récits qu'ils renferment et peut-être même vous a donné envie d'explorer ce corpus de plus près, idéalement en éditant vous-même ce texte, alors elle aura atteint son objectif. Et merci beaucoup pour m'avoir reçu.